si ça a vraiment du sens, mais c'est d'abord une condition de maintien opérationnel. C'est-à-dire que si votre supply chain n'est pas digitalisée, vous êtes à l'arrêt. Donc, le fait de travailler sur cette digitalisation va vous rendre beaucoup plus résilient et vous devez intégrer cela dans la façon dont vous concevez l'ensemble des opérations de chaîne d'approvisionnement. Il n'y a pas d'autre voie au jour d'aujourd'hui pour pouvoir perdurer dans ce type d'activité. Ensuite, on va simplement parler d'un point qui est qu'on a tendance à oublier. Et là, je m'adresse une fois de plus à nos amis de la chaîne d'approvisionnement ou aux spécialistes. La plupart des acteurs aujourd'hui sont focalisés sur la chaîne d'approvisionnement en oubliant la demande. Alors, je vais simplement vous citer le chairman d'une structure qui s'appelle Résilience 360, David Schilford. La traduction, c'est si les gens ne vont pas dans le magasin, ne vont pas dans les stades, n'interagissent plus entre eux, le risque demande, c'est comme ça que ça s'appelle, il peut devenir extrêmement grave, extrêmement rapidement. Alors, c'est bien beau d'avoir optimisé tout ce que vous avez pu, d'avoir digitalisé, d'avoir fait en sorte de pouvoir résister aux crises avec des solutions alternatives et des options A, B, C, D, E, F. Mais si vous n'avez pas travaillé en amont sur la demande, vous allez avoir un petit problème que vous n'aurez personne à qui vous n'aurez pas suivi l'évolution. Et là, il y a une prise de conscience qui doit être faite au niveau des opérations de chaîne d'approvisionnement et au niveau des directions générales. L'intégration de la demande à la supply chain doit devenir la norme et non l'exception. C'est-à-dire que l'aspect supply chain doit être considéré par les directions générales comme stratégique. Et à ce titre, il doit, de façon, je dirais, volontaire et vraiment importante, impliquer tous les aspects de chaîne d'approvisionnement dans les opérations liées à ce qu'on appelle la demande, c'est-à-dire tout ce qui est prévision de vente, donc demand side, ainsi que toutes les offres de design et de produits et services, et également dans tout ce qui est opération de commerciale et de marketing. Donc, on va généralement plutôt bien travailler dans ce qu'on appelle les aspects supply, c'est-à-dire la production, le planning de tout ce qui est achat, le planning logistique en général, on va plus ou moins s'en sortir, en tout cas à ce niveau-là, et où on va être carrément dans l'obscurité, c'est sur l'aspect demande qui pourtant doit piloter cet aspect-là. Donc, contrairement au risque d'approvisionnement que les supplies peuvent surveiller et mesurer en étant proches de leurs fournisseurs, ce que font les bonnes supply chain managers, le risque demande, il n'a pas de contrainte géographique. Ça le rend difficile à prédire et du coup, les détaillants et les logisticiens ont beaucoup de mal à le planifier. La supply chain doit être intégrée de façon native au marketing et au commercial. Donc ça, c'est un des grands changements qu'il faut opérer parce que ça permet d'améliorer la performance globale de l'entreprise de façon significative, surtout en cas de disruption. C'est ce que Michel Fender de HEC appelle le One Company. Il faut comprendre que ce ne sont pas que des mots, c'est la survie de la compagnie qui vraiment en dépend. Donc, toujours garder en tête qu'il n'y a pas de supply chain s'il n'y a pas de demande. C'est quelque chose qui a été rappelé récemment. Un des points suivants consiste, alors là c'est un peu plus technique, mais qui est beaucoup plus critique également, c'est et là il s'agit de pouvoir travailler sur la position et le statut des différents nodes de la supply chain. Donc, ce sont toutes les étapes qui permettent d'arriver de mapping, donc de pouvoir faire une carte et maintenir à jour et permettre au management, une visibilité sur toutes les couches de fournisseurs
y compris les liens logistiques de ceux-ci, puisqu'il s'agit de remonter de façon systématique à la source et de passer les différentes couches de fournisseurs. Alors, pardon. Un mapping réussi demande une excellente collaboration et un partage d'informations entre les partenaires. Le map... Pardon, je crois que je vais prendre... Merci. Le mapping en question permet de savoir où se trouvent les stocks, y compris au niveau de distribution, et de mieux connaître ses fournisseurs. Alors, les ressources en question peuvent être externalisées, mais cet investissement paye toujours. Là, ici, on a un exemple de mapping. Merci. On a un exemple de mapping qui montre comment on doit arriver à traiter cet ensemble depuis le client jusqu'à la source et ainsi qu'en amont et en aval. Notamment, merci, notamment avec la fréquence, pardon. Voilà. Donc, avec donc, les différents éléments de fréquence. C'est bon le graphique? Ok. Donc là, on a les, par exemple, c'est quelque chose qui est chiffré. Bon, là, c'est un graphique relativement simplifié. Mais on voit, par exemple, les délais d'approche, les stocks, le niveau de la demande, ce qu'on appelle les sous-traitants, les sous-assemblages. Et donc, ça peut aller, il faut aller le plus dans le détail. C'est un exercice à la fois coûteux et complexe qui est généralement pris comme un nice to have, comme on dit, mais ce n'est pas du tout le cas. Les opérateurs qui ont eu la chance de pouvoir mapper leur chaîne d'approvisionnement se retrouvent aujourd'hui dans une situation où ils peuvent anticiper les différentes difficultés dont on a parlé. Alors, on va pouvoir montrer… oui? Non, non, ça y est. Merci. Non, par contre, on va prendre les questions, je pense, plutôt à la fin. Il reste que quelques éléments. Donc, ensuite, on a une problématique que vous connaissez tous dans ce domaine, c'est il y a une culture de la fonction achat. Je salue Ousmane Derouet par la même au niveau des achats en Côte d'Ivoire. On a toujours insisté sur la notion fausse que les achats, la performance des achats est mesurée par les économies et c'est un problème. Effectivement, un acheteur est considéré comme performant quand il achète mieux, quand il fait baisser les coûts, et ça, c'est sa fonction primaire. Il n'y a pas de problème avec ça, mais ça ne suffit pas. Il faut que cette fonction d'achat, elle inclut quelque chose de soutenable et que la garantie du maintien du chiffre d'affaires, du maintien opérationnel existe. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un achat au plus bas coût possible, il faut que les écarts soient pris en compte et les objectifs des achats alignés sur ceux de l'entreprise. Donc, par exemple, il s'agit d'avoir tout le temps des alternatives pour que, en cas de disruption, tout ce qui concerne les plans de continuité d'activité puisse être exécuté. Il s'agit également, et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire et que vous faites généralement, mais c'est de sourcer localement en évaluant l'opportunité de travailler avec des fournisseurs locaux pour les développer quand cela est possible. Ce n'est pas quand tout va mal qu'il faut commencer à regarder ce genre de choses. C'est plutôt l'inverse. Là, vous n'allez pas avoir le choix puisque tous les pays producteurs sont sous lockdown, sont fermés. Et donc, il va falloir trouver des solutions immédiates dans des environnements locaux, régionaux, nationaux, mais
qui sont beaucoup plus, qui ont des cycles d'approche beaucoup plus courts. Et le sourcing local, c'est quelque chose de critique. Et il y a quelques distributeurs ici, enfin, en tout cas l'un d'eux en particulier, qui a mis beaucoup d'accent dessus. C'est-à-dire, dans un certain nombre de cas, il est de votre intérêt en tant qu'entreprise de favoriser le développement de PME qui vont pouvoir vous approvisionner localement plutôt que d'avoir des chaînes d'approvisionnement de 15 000 km et 45 jours parce qu'elles sont moins chères et ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Tout est question d'équilibre. Hein, et c'est là que la notion d'alternative et de mise en place de ce genre de situation doit être vraiment prise en compte, notamment d'un point de vue organisation de l'entreprise. Il y a l'essaimage, donc, qui est quelque chose qu'il faut commencer à regarder au niveau des directions générales et RH. L'essaimage, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez une opportunité, il y a des employés parmi vous qui souhaitent créer leur entreprise, vous les aidez à créer leur entreprise qui devient de vos fournisseurs sur quelque chose que vous alliez importer d'Asie ou d'ailleurs, et quelque part, vous continuez ce n'est pas du tout une perte pour vous, mais bien l'inverse. Donc, toutes les entreprises qui font ça, en général, sont extrêmement satisfaites des résultats. La posture des supply chains résilientes, eh bien, c'est très clair, ce n'est pas fini et ce n'est pas près d'être fini. Mais la problématique est laquelle? Le Covid-19, ce n'est pas le genre de défi qui se présente qu'une fois. Il y aura d'autres stades, il y aura malheureusement d'autres épidémies dans le futur ou d'autres crises. Et tout ce qui est l'efficacité des réponses aux crises dynamiques met en lumière une variable. Il faut se préparer et prendre les devants. Alors, c'est plus efficace de se préparer dès maintenant à la prochaine crise, ce qui est assez paradoxal parce qu'on y est toujours de se dire qu'on se prépare à la prochaine crise, mais c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et de réagir, plutôt que de réagir à chaque fois par à-coup, avec des réponses de circonstances, alors que la crise elle-même est en train de frapper. Donc, la préparation, ça, c'est quelque chose qui commence hier, en général. Alors, dans un deuxième temps, il ne s'agit pas d'une préparation que intellectuelle. Donc, de nombreuses entreprises font des scénarios, ce qui est déjà bien. Mais le problème, c'est que ces scénarios, ils doivent être actualisés et personnalisés en fonction de l'évolution des risques vitaux et des activités, parce que l'entreprise également évolue. Et l'environnement aussi. Par exemple, les risques, dans le cas du coronavirus, les risques ont évolué avec l'émergence de nouveaux épisodes de la maladie qui n'avaient pas été pris en compte dans les approches préventives en termes de prévision de supply. Donc, la préparation intellectuelle à elle seule, ça ne suffit pas. On peut également comprendre quelque chose, mais ne pas être prêt à l'exécuter. Alors donc, ça veut dire quoi? Que ces scénarios doivent être renforcés par ce qu'on appelle des exercices de créativité stratégique, qui sont ce qu'on appelle des business wargames. Il s'agit de mettre une simulation et d'observer les comportements en situation de stress pour en tirer les enseignements. Donc, pour mieux composer avec ce genre de complexité, on crée ce qu'on appelle une cellule de crise, une war room, avec une petite équipe dédiée qui joue d'un pouvoir de décision et d'exécution avec un scénario. Donc, ce n'est pas du tout des choses qui coûtent, c'est des choses qui sont critiques parce que ça permet de pouvoir identifier des risques et de les traiter en amont plutôt que de se retrouver dans des situations où là, on est quasiment coincé. Ensuite, le troisième point, il faut avoir ce qu'on appelle le feedback et la réflexion par rapport à ce qui a été appris. Une fois la crise passée, ce qu'on souhaite, c'est que vous ne devez pas manquer l'opportunité qui se présente d'en tirer des enseignements. Et même pendant que la crise a lieu, les réponses et leurs conséquences doivent être documentées et tirer des leçons. Alors, les situations à évolution rapide exposent les faiblesses existantes, donc l'incapacité à prendre des décisions difficiles ou la tendance excessive au consensus. Ça aussi, ça peut être un problème. Et ça, c'est des opportunités d'amélioration. Je pense que le meilleur exemple dans ce domaine,
c'est la sécurité aérienne, parce que c'est un système d'apprentissage qui est extrêmement efficace.